Barthélémy Ngom. Aliouba est la technique. Au lendemain donc de la conférence de presse du directeur général de la SEDIMA, des spécialistes de la communication décryptent le discours de Babacar Ngom sur la forme et dans le fond, mais les avis sont partagés. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Mohamed Alimou Ba. Babacar Ngom, dans sa communication hier, a promis donc de faire des réalisations au plan social à Dengueler. Eh bien, RFM s'est rapproché du maire de Bambilor, une commune qui abrite 7 unités de la SEDIMA, pour voir si l'entreprise s'acquitte de ses obligations en termes de responsabilité sociétale. La réponse du maire Ndiagne Diop est sans équivoque, c'est non. On l'écoute avec Cheikh Tidiane Diagne. Ce que je connais de SEDIMA, qui est implanté dans la commune et qui a eu 6 unités dans la commune de Bambilor, c'est la production d'œufs et de poulets. Et à ma connaissance, depuis que je suis élu, bien depuis que j'ai été nommé président de la délégation jusqu'à l'élection de 2014, nous avons essayé même d'envoyer des courriers au grand compte pour percevoir une patente venant de la SEDIMA ou bien du foncier bâti venant de la SEDIMA. Mais jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucun sou venant de cette société. La responsabilité sociétale, en ce qui me concerne, ce que je connais, la commune n'a jamais reçu un appui venant de la responsabilité sociétale de la SEDIMA. Et pour aller plus loin, lors de la pandémie, à cette période, nous avons envoyé des courriers à beaucoup de sociétés qui implantées dans la collectivité territoriale de Bambilor. Mais jusqu'à présent, il ne fait pas partie de sociétés qui ont appuyé la collectivité territoriale par rapport à cette pandémie. Là, vraiment, c'est des choses que je peux confirmer. Étant maire, président de la délégation sociale de 2012 à 2014, maire 2014 à nos jours, vraiment, je n'ai pas vu cet appui sociétal de la SEDIMA dans la commune de Bambilor. Ndiagne Diop, le maire de Bambilor. Zahra Iyane sur les enseignements justement à tirer de cette affaire Dengueler. Selon la ministre de la Microfinance, il faut procéder à des réformes foncières, cela dans le dessein d'éviter une privatisation des terres dans le monde rural. Zahra Iyane était l'invité de RFM Matin. Il faut mettre cela dans le compte même de l'ambition que nous avons pour notre pays à travers le développement qui doit se faire par l'amplification de l'agro-industrie et d'autres éléments de l'industrialisation, etc. Donc il serait intéressant de voir comment nous pouvons valoriser ces ressources-là que nous avons. Mais cela doit se faire avec les réalités du moment. Et les réalités du moment aujourd'hui, c'est que les populations sont exigeantes. Et donc par conséquent, je pense qu'il nous faut aller vers des réformes, revoir la réglementation en vigueur et l'adapter quand même aux réalités du moment. Parce que c'est vrai que ça peut paraître assez incompréhensible qu'on puisse affecter comme ça des centaines et des centaines d'hectares à une seule personne, quand même le droit d'utilité peut être réparti entre les populations, surtout si c'est au niveau du monde rural où les populations quand même vivent de la terre. C'est une réalité que nous avons. Le régime foncier au Sénégal, vous avez le domaine public et le domaine privé. Et donc, de ce point de vue-là, personnellement, moi je me dis que octroyer des centaines d'hectares à une seule personne, lorsque quand même nous pouvons considérer cela comme un bien où chacun peut y accéder, on peut revoir cela. L'essentiel, c'est que les terres puissent être exploitées, valorisées, mais au bénéfice, au profit d'un plus grand nombre, sans que pour autant qu'il y en ait quelqu'un qui puisse quand même se l'approprier. Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance, je rappelle qu'elle était l'invitée de RFM Matin ce vendredi. Je vous l'annonçais donc au lendemain de la conférence de presse du président directeur général de la SEDIMA. Des spécialistes de la communication décryptent le discours de Babacar Ngom sur la forme et dans le fond, mais les avis sont partagés. Mohamed Alimou Ba. Selon le directeur de publication de Réumi Quotidien et par ailleurs spécialiste de la communication, la prise de parole de Babacar Ngom, PDG de SEDIMA, était attendue. Et à l'arrivée, l'industriel n'a pas déçu son monde. Il a tout tenté. À ce niveau-là, il a donné les justificatifs au niveau légal, au niveau de la légitimité. Quelles sont les personnes qui l'ont incité à investir un peu dans la localité. Le fait également qu'il veuille habiter là-bas, avoir une maison, le fait qu'il veuille exploiter les terres, mais aussi servir les populations, les recruter dans ses entreprises. Donc il a un peu tout tenté sur le plan légal, sur le plan de la légitimité morale
Et donc, sur le plan communicationnel, on peut dire qu'il s'en est assez bien sorti à ce niveau-là. Mais selon un autre spécialiste de la communication qui a requis l'anonymat, Babacar Ngom a tout tenté pour convaincre son monde, mais il a beaucoup péché. L'homme a produit du show, du storytelling à l'américaine. Il a raconté son histoire, sa propre histoire, mais il y a eu des biais liés à des éléments de langage condescendants du genre « je viens faire pour vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même, regardez d'où je viens ». De ce point de vue, ce type de discours heurte proprement, selon le spécialiste en communication, car il trace deux mondes forts différents, celui du fort, du puissant et celui du faible, les petites gens, identifiés là comme étant les paysans. Et la tendance, selon le communicant, c'est que les populations ont tendance à se ranger du côté des faibles. Charge émotionnelle liée à la symbolique du monde paysan dépossédé de son meilleur bien qu'est la terre. La terre, lieu de production de l'économie rurale, mère nourricière, chargée de légendes, d'histoire et de mémoire, entre autres explications. Mohamed Ali Mouba, tout autre chose avec le mouvement Frappe France Dégage. Aux côtés donc des ex-contractuels de la Sénélec, selon le coordonnateur, ils sont victimes de manipulation et faux et usage de faux lors du concours organisé par la Sénélec. Une marche est d'ailleurs prévue ce mardi 14 juillet devant la Sénélec pour exiger toute la lumière sur cette affaire. Guy Marius Sagna, le coordonnateur avec Salimata Aou. Le FRAPP exprime toute sa solidarité aux 189 pères, mères et soutiens de famille ex-contractuels de la Sénélec, victimes de manipulation politicienne de la Sénélec, victimes de faux et d'usage de faux à travers l'organisation d'une parodie, d'une mascarade de concours par la Sénélec. Des gens qui n'étaient pas présents à un concours, des gens qui ont eu des notes très faibles, ont été recrutés au détriment en fait des travailleurs qui, eux, avaient en fait d'excellentes notes. C'est pourquoi nous lançons un appel au directeur de la Sénélec, au ministre et au président de la République pour corriger cette injustice sociale de ces 189 travailleurs de la Sénélec. Nous leur lançons un appel. Si cet appel-là n'est pas entendu, nous serons à leur côté, aux côtés de Jamra, le mardi 14 juillet devant la Sénélec pour exiger que justice soit faite, pour exiger que cette injustice soit très vite corrigée. Guy Marius Sagna, le coordonnateur du mouvement Frappe France Dégage, midi 10 minutes. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Encore des morts de la Covid-19 hier, 2. À ce jour, donc, 143 personnes sont mortes de la maladie qui continue de se propager. 127 cas positifs ont été enregistrés sur les 970 tests réalisés. 113 contacts, 1 cas importé et 13 cas issus de la transmission communautaire. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 868 tests réalisés, 98 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,29%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 81 cas contacts suivis par nos services, 17 cas issus de la transmission communautaire et répartis dans les localités suivantes. Rufisque en a 3, Touba 3, Mariste 2, Dakar Plateau 1, Diourbel 1, Liberté 6 1, Mbao 1, Ouakam 1, Patte-d'Oie 1, Sangalkam 1, Ziguinchor 1 et Zone A 1. 142 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos services ce jeudi 9 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 7882 cas ont été déclarés positifs, dont 5311 guéris, 145 décédés et donc 2425 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Et puis, qu'est-ce qui enregistre encore 4 cas communautaires au moment où le coordonnateur du centre de traitement des malades de la Covid-19 logé à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène tire la sonnette d'alarme face au trop-plein de malades. Le centre a atteint sa capacité d'accueil alors que les cas positifs augmentent là-bas à Thiès où l'on retrouve Cheikh Anta Diop.
Le centre de traitement est niché au fond de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Nous avons trouvé des personnels de santé amoutoufflés dans des combinaisons de protection, visage tiré derrière des masques. Ils sont prêts pour les urgences. Professeur Modoki Maguette Diop, le coordonnateur du centre de traitement des épidémies, nous accueille et nous fait la situation du jour. À ce jour, nous avons admis 113 exactement, dont un décès. 74 ont été déclarés guéris. Actuellement, on est à 31 malades. On a admis un ce matin. Il y a 4 qui sont vraiment instables, dont on peut dire qu'ils sont chauds, qui requièrent une surveillance très régulière. Les autres, même s'ils l'ont été au début, actuellement, ça a été maîtrisé avec l'aide de Dieu. Même s'il y a des malades guéris, la guerre est loin d'être gagnée. Là, je vous ai dit qu'on a fait le plein. Les cas communautaires sont dus à ce relâchement. On ne sait plus qui est qui. Si tout de suite, on a 4 sorties, on attend les résultats pour leur signifier leur guérison. Dès qu'ils sortent, les lits sont aussitôt occupés après avoir désinfecté les lits. Docteur Françoise Ndiaye, médecin anesthésiste, déplore le manque de moyens du centre de traitement. Depuis qu'on a ouvert le centre, on fonctionne essentiellement sur fonds propres de l'hôpital. Le directeur a eu à avoir une subvention, mais depuis lors, il n'y a rien qui suit. Nous sommes confrontés à quelques difficultés, notamment financières. Le directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène, Alioune Faye, donne des assurances. Pour lui, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser les autres malades. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, à Kaolack, le gouverneur se dit préoccupé par la progression du virus dans le Saloum. 72 cas positifs à ce jour, 4 décès. Là-bas également, le centre de traitement a dépassé ses limites. L'autorité administrative explique cette montée en puissance du virus à Kaolack par la reprise du trafic interurbain et le relâchement des citoyens dans l'application des mesures barrières. Alioune Badarambeng, le gouverneur de Kaolack, avec Ibrahima Diamé. À vrai dire, la situation est préoccupante. Depuis le premier cas jusqu'à aujourd'hui, 9 juillet, nous avons enregistré 72 cas positifs et 4 décès ici dans la région de Kaolack. Présentement, dans les centres de traitement, au niveau du centre de traitement des épidémies de Kaolack, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a 55 cas qui ont été hospitalisés là-bas. Et il y en a parmi eux qui sont guéris parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que 17 cas positifs, 17 malades qui sont au niveau du centre de traitement des épidémies de Kaolack. Nous avions envoyé 7 malades au centre de Kaffrine, dont les 3 sont guéris. Donc il ne reste que 4 là-bas à Kaffrine. Nous avions envoyé 9 malades à Dakar. Heureusement, tous ces 9 malades-là sont présentement guéris. Et aujourd'hui, il y a 2 autres malades qui sont envoyés au niveau de Thiès. Voilà la situation. Et aujourd'hui, nous avons un cas suspect, malheureusement, qui est décédé et les résultats sont envoyés et nous attendons pour voir. Voilà comment se présente la situation. Alioune Badarambeng, le gouverneur de Kaolack, il est midi 15 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. Université Assane Seck de Ziguinchor, les étudiants ne partagent pas le plan de sauvetage de l'année universitaire proposé par les autorités et pourtant, ce plan de sauvetage a fait l'objet de consensus entre le ministère et les différentes entités de l'établissement. Les étudiants qui remettent en cause le plan posent sur la table le retard noté dans l'achèvement des travaux d'extension du campus pédagogique Lamine-Ba. Un mois après avoir pris l'engagement d'achever les chantiers pédagogiques au plus tard en septembre pour favoriser une reprise des cours en octobre, cette assurance du ministre de l'Enseignement supérieur ayant facilité l'adoption de manière consensuelle du plan de sauvetage de l'année universitaire tarde à se matérialiser. Les étudiants disent être surpris de constater qu'aucun coup de pioche n'a été noté depuis que le ministre de l'Enseignement supérieur a tourné le dos. Ibrahima Diouf, coordonnateur des 3 UFR de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Il était convenu de reprendre les cours à partir du mois d'octobre pour au moins permettre au ministère qu'il termine au moins le minimum possible au niveau des bâtiments, au niveau des chantiers autres. Tout ce qui a été promis est en rade jusqu'à présent. Donc, ils ne sont pas encore en état. Les étudiants ont pondu un communiqué hier pour signifier aux autorités qu'ils ont pris la décision de déchirer le plan de sauvetage du ministre de l'Enseignement supérieur au regard du retard noté dans la matérialisation de l'engagement relatif à l'achèvement des chantiers pédagogiques. Rappelez au ministre que jusqu'à présent, nous, on est là face à nos chantiers et que rien ne bouge. Donc, on ne peut pas nous forcer pour des reprises au mois de septembre. On maintient notre mot d'ordre, tout simplement parce que la cause jusqu'à présent, elle est intacte. Donc, il y a point de changement. Donc, nous, on maintient notre position. Parce que c'est à cause de ces chantiers que nous sommes en retard. Ce n'est pas à cause de la pandémie encore une fois. Donc, si on a passé ça de classe, on ne voit pas par quel moyen on pourra vraiment commencer les cours. Dans le communiqué qu'ils ont pondu et destiné au ministre de l'Enseignement supérieur, les étudiants ont tenu à fustiger
ce qu'ils appellent l'attitude menaçante du nouveau recteur en direction des représentants d'étudiants, avant de l'inviter à concentrer son énergie à la création de conditions favorables à la reprise effective des cours en octobre prochain. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, Tambacounda qui réclame son université du Sénégal oriental suite à une nomination par le chef de l'État d'un de ses fils, le professeur Cheikh Sidi Kane, comme titulaire de chaire à la fac Sciences Éco de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Moussa Oumar Gueye. Avec la nomination d'un universitaire de Tambacounda, Cheikh Sidi Kane, dans les fonctions de professeur titulaire d'économie de développement à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, certains Tambacoundois s'en félicitent et sollicitent vivement la réalisation de l'université du Sénégal oriental. Hassan Ndiaye est un habitant de Tambacounda. Je suis chef d'entreprise ici à Tambacounda, à rechercher des financements pour la construction du lycée, mais également pour l'université de Tambacounda. Faire quitter nos enfants de Tamba à Dakar pour aller étudier, vraiment c'est de la peine. Nous le crions très fort, c'est l'appel qu'on lance au chef de l'État de nous aider à avoir une université ici à Tambacounda. Le professeur Chérif Sidi Kane qui a été nommé par le chef de l'État. C'est une fierté pour les Tambacoundois. C'est pour cela que nous avons des cadres qui puissent le prendre à ses côtés de sorte que Tambacounda puisse décoller comme les autres régions parce que Tambacounda est une région d'avenir. Dans le domaine de l'éducation, il est à noter que la Fondation Tonatel a entrepris les travaux pour la rénovation du lycée Mame Cheikh Mbaye. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Oumar Gueye, avant la suite du journal, ce petit rectificatif, nous nous sommes trompés donc tout à l'heure en donnant les chiffres du jour de la Covid-19. Les vrais chiffres, donc sur les 868 tests réalisés, 98 sont revenus positifs. Là, vous avez entendu tout à l'heure d'ailleurs le docteur Mamadou Ndiaye sur les 98 positifs. Il y a eu 81 cas contacts, 17 cas issus de la transmission communautaire, 2 décès, 142 patients ont été testés négatifs, donc déclarés guéris. Il est midi et 19 minutes. RFM, partout. Tout le temps. Foundiougne aura sous peu de l'eau douce. Une station de dessalement de l'eau y sera bientôt érigée. Un projet de la SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal, estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Depuis 2017, l'eau de Foundiougne est saumâtre. Aminata Goudiaby. C'est donc un calvaire de près de 3 ans qui va être estampé par la Société nationale des eaux du Sénégal. Elle réalise à Foundiougne une station de dessalement de l'eau pour permettre aux populations d'accéder à une eau douce. Depuis 2017, elle consomme une eau saumâtre et trop salée. Yoro Diassi est chef de projet à la SONES. C'est une station de traitement par osmose inverse d'une capacité de 70 m3 heure. Donc en termes de capacité journalière, c'est 1400 à 1600 m3 jour. Donc pour un peu améliorer la qualité de l'eau. Cette solution est une solution durable. C'est qu'il y avait un forage qui avait eu un taux de salinisation qui dépasse un peu les normes de l'OMS. C'est à partir de ce moment que la SONES a décidé de réaliser cette station. Les travaux de cet ouvrage hydraulique démarré il y a quelques mois sont presque terminés. Des responsables de la SONES et des autorités locales ont effectué une visite sur le chantier. La station va aussi mettre fin aux problèmes de pénurie d'eau auxquels sont souvent confrontés les habitants de la commune de Foundiougne. La commune de Foundiougne a été desservie autour d'une capacité de 700 à 800 m3 jour. Et aujourd'hui, avec la station, la commune de Foundiougne aura une capacité de production qui va tourner autour de 1600 m3. La Société nationale des eaux du Sénégal apporte ainsi une solution à long terme au problème d'accès à l'eau à Foundiougne et le coût de ce projet s'élève à un peu plus d'1 milliard de francs CFA, selon Habib Dembafal, conseiller en communication, sensibilisation et relations publiques à la SONES. Il fallait passer à un autre cap avec un service d'une meilleure qualité, une eau plus propre à la consommation. À travers le doublement de la capacité de production, qu'il faut être prévenant. Les villes s'étendent, il y a une croissance démographique qui est assez connue au Sénégal. Je pense par anticipation, il faut prendre de la marge. Les habitants et les élus locaux de la commune de Foundiougne se réjouissent du projet et espèrent que cette station de traitement de l'eau va être vite mise en service. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, 2000 lampadaires solaires à Touba, un programme du gouvernement piloté par l'Agence nationale des énergies renouvelables. À terme, 50 000 lampadaires solaires seront installés dans toutes les communes du Sénégal. À Touba, le projet est bien accueilli dès lors qu'il entre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, surtout durant le Grand Magal. Marema Diop. Le projet a été lancé en grande pompe dans la soirée d'hier. Le premier lampadaire a illuminé la façade de la grande mosquée, un endroit symbolique pour démarrer une telle réalisation, selon Abdoulaye Hadka, le maire de Touba.
La grande mosquée de Touba représente tout un symbole. C'est pourquoi nous avons voulu démarrer par là. Ensuite, nous allons attaquer les grands quartiers de Touba, notamment Darou Khoudoss, Madiana, Djanatou Mahwa, jusqu'au rond-point de Touba Fall. C'est ça le premier tronçon. La deuxième phase va concerner la corniche qui ceinture la ville sainte de Touba. Un projet de l'État qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, mais aussi ces lampadaires solaires autonomes vont participer à la réduction du coût de l'éclairage public. Djibin Ndiaye est le directeur de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Donc c'est un programme pour accompagner les communes, mais accompagner également les populations pour la sécurité des populations, mais également pour la réduction des factures d'électricité en ce qui concerne l'éclairage public. La ville de Touba a pu en bénéficier. Il y a un quota de 2000 lampadaires. C'est un projet aujourd'hui qui bénéficie d'un contrat de maintenance de 6 ans, mais également d'une extension de la garantie de 6 ans. Cet important programme va s'étendre presque sur toute la ville et sera bouclé avant le prochain Magal de Touba. Marema Diop, Touba. RFM. Marema Diop, la fête de la Tabaski va être célébrée à la fin de ce mois de juillet. À Linguère, les moutons sont abondants dans les différents marchés de petits ruminants de la ville. Mais le problème est que les prix sont chers selon plusieurs acheteurs. Il faut débourser entre 80 000 et 200 000 francs CFA pour se procurer un bélier. Reportage by Hassan Diaw. Au marché des petits ruminants de Linguère, il y a une abondance de moutons. Seulement, les prix sont jugés trop chers par les acheteurs. Pape Diop. Le prix des moutons est vraiment cher. C'est trop cher même. Le mouton que vous voyez là, je l'ai acheté à 60 000 francs CFA. Auparavant, on pouvait l'avoir à 35 000 francs ou 40 000 francs. Je suis là depuis plusieurs heures maintenant. Pour le moment, j'ai un seul mouton et je veux un autre. À la recherche d'un mouton de Tabaski depuis plusieurs jours, Sherba peine à trouver un et sollicite la clairvoyance des éleveurs. 4 jours après, je ne parviens toujours pas à acheter un mouton. Je pense que c'est dû à la cherté des moutons. Je veux un mouton de 70 000 francs, mais ce que je vois actuellement n'est pas du tout rassurant. Il faut que les éleveurs baissent les prix. On me propose 100 000 francs alors que j'ai juste 70 000 francs. La cherté du mouton tant clamée par les acheteurs ne semble pas ébranler leurs propriétaires qui à leur tour relèvent quelques difficultés. Ahmad Demba Goumbal. C'est normal que le mouton soit cher car c'est lié à la forte demande. Cela s'explique aussi par le prix du sac de foin estimé à 4 000 francs CFA et du sac d'aliments de bétail vendu à 8 000 ou à 7 750 francs. 7 750. Malgré l'abondance du mouton pour l'instant à Linguère, beaucoup de pères de famille ne parviennent pas à s'en procurer du fait de leur prix jugé trop élevé. RFM Linguère. By Hassan Diaw. RFM. L'actualité internationale. Midi 25, Georges Déthié, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. D'abord le Mali avec la marche ce vendredi du M5. C'est le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Nous avons d'ailleurs en ligne un membre du comité stratégique du M5, Mohamed Salia Touré. Bonjour. Alors Mohamed, vous avez battu le rappel des troupes. Et à quelle heure ? Le rassemblement est prévu pour 14h après la prière du vendredi. C'est sur le boulevard de l'Indépendance. Et de façon simultanée, beaucoup d'autres rassemblements sont prévus également à l'intérieur du pays, à Kaï, à Sikasso, à Koutiala, à Bougouni, à Mopti, à Tombouctou, à Gao, dans la diaspora malienne également, à Paris, notamment en France et aux États-Unis. Et alors, quel sera le mot d'ordre ? Bon, le mot d'ordre, il est très clair. Le comité stratégique a estimé qu'on avait fait une première offre au président, ce qu'on a appelé le mémorandum, qui était construit autour de 8 points et qui a été rejeté en bloc par le président de la République. Donc, à l'issue de la dernière réunion du comité stratégique du M5 RFP, nous avons estimé que ce mémorandum, il est maintenant caduc. Donc, il est caduc et par conséquent, nous revenons à notre première revendication qui consiste tout simplement à demander la démission pure et simple du président de la République et de tout son régime. Ce sera suivi bien entendu par des actions de désobéissance civile dans tout le pays. Pour certains, vous faites dans le jusqu'au boutisme et cela peut être préjudiciable pour le Mali. Vous leur répondez quoi ?
Bon, on répondra que nous ne sommes pas des jusqu'au boutistes, sinon nous sommes sortis le 5, on n'a pas cassé un seul feu, on est sorti le 19, on n'a pas cassé un seul feu. On nous a dit, faites une concession, on a fait une concession, on a dit, bon, l'institution présidentielle, nous allons la préserver pour éviter à notre pays une rupture constitutionnelle. Nous avons fait une offre de dialogue. Nous avons fait un mémorandum qui est construit autour de 8 points, je vous dis. Un seul point n'a été accepté par le président de la République. Et on nous dit, il nous a renvoyés pour aller dialoguer avec sa majorité présidentielle. Pendant que son président de la Cour constitutionnelle, qui a été à l'origine de tous les problèmes, reste avec les arrêts bidons qui ont été rendus lors des dernières élections législatives. Son premier ministre, il le garde. Son président de l'Assemblée reste à sa place. Bon, je suis désolé quand on nous traite de jusqu'au boutiste. Qu'est-ce que nous on a obtenu qu'on peut présenter au peuple et qui peut aujourd'hui servir à calmer toute cette colère qui est légitime. Le peuple malien est bien entendu à la recherche d'une autre gouvernance, d'une refondation de son pays. Je ne pense pas que nous soyons jusqu'au bout. Merci Mohamed Salia Touré, membre du comité stratégique du M5 Barthélemy. La marche est prévue cet après-midi après la prière du vendredi, donc 14h. Et rappeler justement que Ibrahim Boubacar Keïta a promis de réformer la Cour constitutionnelle, il l'a dit dans une allocution télévisée. La Côte d'Ivoire en deuil suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les autorités ivoiriennes ont décrété un deuil national de 8 jours. Il prend effet aujourd'hui et se traduit par la mise en berne des drapeaux sur le territoire national et dans les ambassades à l'étranger. Les obsèques de Gon Coulibaly vont débuter le 14 juillet et son inhumation est prévue le 17 juillet à Korogo dans le nord du pays. En République démocratique du Congo, plusieurs morts en marge de manifestations dans la capitale et à Lubumbashi. 3 morts à Kinshasa, 3 à Lubumbashi selon RFI, au moins une personne tuée à Kinshasa selon BBC. C'est lors de la dispersion de la marche des partis de la coalition présidentielle pour contester l'entérinement par l'Assemblée nationale du choix controversé de Ronsard Malouda à la tête de la CENI Koumba Ndiaye Faye. Selon des sources, au moins une personne a été tuée et d'autres parlent d'au moins 3 morts. Les faits se sont déroulés dans la capitale Kinshasa lors de la marche interdite par le gouvernement. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre l'entérinement de Ronsard Malonda comme nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante par l'Assemblée nationale. Les manifestants soupçonnent Ronsard Malonda d'être proche de la coalition FCC de l'ancien président Kabila. Toujours selon ces manifestants, Ronsard Malonda pourrait manquer de partialité lors des prochaines électorales de 2023. La loi électorale en République démocratique du Congo prévoit que les confessions religieuses proposent sur la base d'un consensus une personne pour diriger la commission électorale. Ensuite, c'est à l'Assemblée nationale de valider la proposition avant une confirmation officielle. Une procédure qui n'a pas été respectée selon la conférence épiscopale nationale du Congo, influent organe de l'Église catholique, qui a critiqué aussi le choix de Ronsard Malonda. Le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme sur place affirme qu'un policier a aussi été tué. À Lubumbashi également, des manifestants sont descendus dans les rues. Le bilan serait d'1 mort et 5 blessés selon les officiels, de 3 morts et au moins une vingtaine de blessés selon les ONG des droits de l'homme. Et c'est la fin de cette page internationale, Barthélemy. Merci beaucoup Georges Déthié Diop, midi 31 minutes. RFI Sport. Les actualités sportives avec Soda Thiam. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a été effectué ce vendredi matin et sur ce, Atalanta Bergame va croiser le Paris Saint-Germain, Leipzig face à Atlético Madrid. Le vainqueur de la rencontre Juventus-Lyon va croiser le vainqueur du choc entre City et Real Madrid. Le vainqueur de la rencontre Bayern Munich-Chelsea face au vainqueur de Barça-Naples. Les quarts de finale auront lieu du 12 au 15 août à Lisbonne. Les demi-finales seront ensuite organisées les 18 et 19 août dans la ville portugaise avant une finale programmée le 23 août. Hier, l'UEFA a annoncé que les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions vont se jouer dans les stades des clubs hôtes et que le Final 8 sera à huis clos. Les 4 affiches retour des huitièmes de finale qui restent, ce sera Juventus-Lyon, Manchester
Manchester City, Real Madrid, FC Barcelone, Naples et Bayern Munich, Chelsea. En Espagne, c'est la suite et la fin de la 35e journée. Ce vendredi, Real Sociedad va accueillir Grenade et le Real Madrid face à Alves. Pour cette rencontre, l'équipe de Zinedine Zidane aura l'occasion de creuser l'écart en cas de victoire. Et puis, Eden Hazard, absent lors des 2 derniers matchs du Real Madrid, sera de retour ce vendredi pour cette rencontre. Côté transfert, après la Côte d'Ivoire, le Pays-Bas, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, Salomon Kalou va découvrir un 6e championnat. L'international ivoirien de 34 ans avec 97 sélections va évoluer au Brésil la saison prochaine. Ce sera à Botafogo qui a officialisé son arrivée hier. L'attaquant ivoirien était libre depuis la fin de son contrat avec Hertha Berlin. Retour chez nous pour parler du football local. Suite aux décisions prises par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, la Linguère de Saint-Louis, leader de la Ligue 2, va organiser une conférence de presse demain samedi à partir de 17h à son siège à Saint-Louis. Merci beaucoup Sodetiam Coro News. Les informations relatives à la Covid-19 au Sénégal, en Afrique, à travers le monde. C'est avec Binta Diallo. Le virus refuse de plier bagages. Aux États-Unis, plusieurs autres cas de contamination ont été recensés aujourd'hui. Les régions les plus touchées, la Californie, le Texas et la Floride, un bilan qui continue également de prendre l'ascenseur au Brésil. Encore plus de 1000 morts ce vendredi seulement. En France, la tendance est toujours à la baisse. Tout le contraire en Italie, en Espagne et en Angleterre. Nouvelle contamination également en Chine. 4 autres cas positifs, nombre de nouveaux cas également élevé en Allemagne avec près de 200 000 cas enregistrés selon l'Institut Robert Koch. Le Mexique est à plus de 700 morts en 24 heures seulement. L'Iran fait face à une accélération de la propagation de la maladie. La Russie fait état de plus de 6 000 nouveaux cas aujourd'hui. La Corée du Sud est à 45 nouveaux cas ce vendredi. L'Inde, le bilan s'alourdit, le système de santé débordé. Au Chili, accélération de l'épidémie. En Égypte, le nombre de cas de contamination au coronavirus augmente. Le pays des pharaons comptabilise près de 80 000 cas positifs. En Suède, les cas continuent d'augmenter, tout comme au Japon. La capitale est à plus de 200 nouveaux cas. L'état d'urgence au Maroc prorogé jusqu'au 10 août. L'ouverture des frontières repoussée à une date ultérieure. Seuls les Marocains résidant à l'étranger peuvent rentrer au pays. L'Algérie poursuit son déconfinement en marchant sur des œufs. Les cas de contamination prolifèrent, 10 nouveaux décès ce vendredi. L'épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L'Afrique du Sud est le berceau de la pandémie. Encore plus de 100 morts ce vendredi. Plus de 100 morts également au Sénégal. Le Mali est à 120 morts. La Mauritanie enregistre 139 décès sur plus de 5000 cas et près de 2000 guérisons. Le Cameroun compte ses morts, près de 400. Ce vendredi, l'on recense plus de 12 millions de cas contaminés dans le monde. RFM, la presse du jour. Georges Détié-Diop. Ils rompt le silence. Babacar Ngom livre sa part de vérité dans l'affaire des terres de Ndengeler. C'était hier devant les journalistes. Et le moins que l'observateur puisse dire est que le patron de Sedima, en conflit avec les populations de Ndengeler, ne compte pas restituer les terres aux paysans. Selon le journal, il s'est livré à un véritable one-man show. D'ailleurs, enquête relève qu'il a précisé qu'il s'agit d'une prise de parole pour s'adresser à l'opinion et apporter des éléments de clarification. Pour mon confrère, il a apporté sa part de vérité dans cette affaire. Pour le Témoin, Babacar Ngom Sedima rétablit la vérité. Mon confrère rapporte que, selon Babacar Ngom, le roi du poulet sénégalais, qui s'est appuyé sur des documents officiels pour étayer ses arguments, les 75 hectares à l'origine de la polémique lui appartiennent et sont bel et bien situés dans le village de Djilach et non à Ndengeler, d'où proviennent les contestations. L'AS, pour sa part, note que Babacar Ngom s'explique et se soumet à l'arbitrage de l'État. Seulement, il ne convainc pas Birahim Seck, le coordinateur du Forum civil, confie dans les
Les Échos qu'on a assisté à un exercice de reconstruction d'une image, à un exercice de culture d'émotion. Birahim Seck fustige l'attitude du patron de la Sedima tendant à semer la zizanie entre les populations de Djilar et celles de Ndingler. Et de la légitimité dont se prévaut Babacar Ngom, le leader du Forum civil note qu'on ne peut pas avoir la légitimité et avoir en face des populations déterminées. Source A, qui était à Ndingler à l'heure de la prise de parole de Babacar Ngom, confirme cette détermination des populations de la localité. Selon le journal, elles sont décidées aujourd'hui plus qu'hier à protéger leurs terres. Elles déclarent à qui veut les entendre qu'elles vont se battre jusqu'à leur dernière énergie pour défendre ce que leurs ancêtres leur ont laissé. D'ailleurs, le chef du village et porte-parole des populations confie à Source A que si personne ne fait rien jusqu'à ce que, je le cite, ce méchant qui se croit tout permis s'accapare de leurs terres, malgré eux, ils se battront jusqu'au bout et ils useront de tout, y compris leur connaissance ancestrale pour protéger leur village, leur avenir. Une autre affaire, celle-là relative aux gazelles oryx transférées dans la réserve privée du ministre de l'Environnement. Le quotidien se fait l'écho de la réaction d'Abdou Karim Sall suite à la polémique. Le journal note qu'il n'est visiblement pas dérangé par une probable enquête que réclame l'ancien conservateur des parcs de Nyokolokoba et du delta du Ferlo, le colonel Momar Gueye. Abdou Karim Sall déclare qu'il ne les a pas achetés. Je n'ai rien à me reprocher et je suis vraiment droit dans mes bottes. Cette situation ne m'ébranle pas. Je n'ai pas fait quelque chose d'irrégulier. Je suis dans la protection des espèces comme le veut la mission qui m'est confiée, s'est-il défendu. À la une de l'AS, Moussa Baldé dans l'illégalité continue. L'AS relève que depuis plus d'un an, le ministre de l'Agriculture cumule en toute illégalité son poste de ministre avec celui de président de conseil départemental de Kolda. Et des spécialistes confirment cet état de fait au journal. Le coronavirus, la cartographie de la maladie au Sénégal. L'Obs s'arrête sur ce qu'il appelle les petits et grands secrets de la pandémie dans les localités du pays. Selon le journal, le virus circule dans 60 districts, mais ils ne présentent pas tous le même tableau clinique. Certains sont plus infectés que d'autres qui observent un temps de répit depuis près d'un mois ou plus. La situation semble maîtrisée pour eux. D'autres encore ont rechuté après avoir rompu sur une longue période la chaîne de transmission. C'est ce que souligne en tous les cas l'Observateur. Vox Populi, lui, rapporte le bilan mensuel de la direction de la sécurité publique. Plus de 2600 personnes interpellées par la police en juin. 6 meurtres en un mois, tous élucidés par la police. Des opérations de sécurisation d'envergure menées depuis la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu. Il n'y a pas que Babacar Ngom qui fait l'actualité. Sadio Mané, lui aussi, occupe la une de certains journaux. L'attaquant sénégalais de Liverpool s'est entretenu avec le quotidien national Le Soleil. Une grande interview aux pages 11, 12 et 13 du journal. Sadio Mané, à la une du journal Le Soleil, confie qu'il vient de très loin. Dans le journal Record, c'est Tierno Seydi, agent de joueur, qui parle de Sadio Mané. Il déclare que sans lui, Sadio n'en serait pas là. Les sévères critiques quand je l'ai mis à Salzbourg, la brouille entre le père de Ismaïla Sarr et moi, le plan de carrière que j'ai mis pour lui est le bon. Interview à lire à la page 4 du journal Record. Pendant ce temps, le journal Stade s'intéresse à la Première Ligue anglaise et aux joueurs africains en activité. Mané, meilleur buteur, Mahrez, meilleur passeur. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue, débat sur la décision de la Fédération sénégalaise de football d'arrêter définitivement toutes les compétitions pour la saison 2019-2020. Une décision donc au terme de la réunion tenue entre le comité exécutif fédéral et la Ligue professionnelle. Nous sommes en ligne avec Yacinthe Gandhi. Monsieur Gandhi, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Vous êtes le chef du desk sport du journal Le Quotidien. Le deuxième intervenant, Demba Varor. Monsieur Varor, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Quotidien Stade. Alors, oui. La première question à vous, Yacinthe. Est-ce qu'il est pertinent d'arrêter définitivement le championnat au Sénégal alors que dans d'autres pays, la reprise est plutôt préconisée? D'emblée, je dis oui, parce que vous savez que d'abord, la décision de la CED est liée à 2 ou 3 raisons. Mm-hmm. Et la première, c'est la pandémie qui est là et qui est là, qui ne s'arrête pas. Mm-hmm. Et le troisième aspect, c'est le problème des moyens. Parce que comme vous le savez, on ne peut pas continuer à jouer un championnat avec des clubs qui n'ont pas de moyens, une ligue qui n'a pas de sponsor. Et la troisième raison, c'est évidemment les recommandations de la CAF. Mm-hmm. Et puis pour sortir un peu du Sénégal,
la particularité peut-être du championnat du Sénégal, c'est qu'on n'a joué que la phase aller. Et dans les autres pays, c'est pas le cas. Donc, eux, ils ont quand même pris la décision de continuer. Et même certains ont même pris la décision d'arrêter à quelques journées. Et donc sur la base de ces constats, vous partagez cette décision de la fédération. Alors, Demba Varor, est-ce votre position? Vous partagez cette décision? Est-elle pertinente? Oui, je pense qu'on ne pouvait pas continuer à jouer. Ça, c'est une chose, c'est très sûr. C'est clair que le Sénégal n'a pas les moyens de continuer à jouer le football en ce moment-là, comme le font peut-être d'autres championnats européens qui ont les moyens de tester tous les joueurs et de les tester d'une façon très régulière. Ici au Sénégal. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas jouer, par exemple, comme on le fait en Europe, à huis clos? À huis clos, aujourd'hui, un club sénégalais n'a pas autre gain que les recettes de match. Si on prend un club comme Pikine, on va lui faire jouer ses matchs à huis clos, alors que sa seule recette c'était ses supporters. Les billets d'entrée et autres. Les billets d'entrée et autres, la billetterie. Donc je pense que c'est une aberration peut-être en ce moment-là de vouloir continuer un championnat alors que tu n'as pas de recette et que la pandémie est là et que tu n'as pas les moyens de tester les joueurs qui sont partis en vacances et qui, si tu dois reprendre le championnat, doivent venir d'horizons divers, doivent venir de Kédougou, de Mbour, de Saint-Louis, tout ça, ce sont des risques de propagation de la pandémie. Et je pense que aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus intelligent, c'est de dire, on fait stop et on va voir comment démarrer pour la saison prochaine. Alors, mais la décision Hyacinthe Diandi, la décision de ne pas octroyer de titre de champion et l'absence de relégation, là également, est-ce une bonne décision? C'est le débat qui se pose. Mais vous savez, quand une décision est prise, souvent il y a une frustration, mais aussi souvent il y a d'autres qui sont soulagés. Mais apparemment, ceux qui sont soulagés, vous ne les entendez pas. Et apparemment, ce sont évidemment ceux qui sont frustrés, je pense à Télé FT, Wakam, Lumière et autres, que l'on entend. Mais je pense, Barthélémy, moi personnellement, pour moi, ce serait un goût d'inachevé si on donne un titre de champion à l'issue d'une phase aller seulement. Parce que dans les autres pays, il n'y a pas tous ceux qui ont pris des décisions dans ce sens, ils ont vraiment dépassé un certain nombre de matchs. Donc, moi personnellement, je pense que il aurait cette décision, c'est vrai qu'il y a des frustrations, mais il faut comprendre que cette décision qui quand même, c'était vraiment une manière peut-être parce que de ne pas donner des titres. Parce que si vous donnez un titre pour la Ligue pour la Ligue 1, mais vous allez aussi donner un titre pour la Ligue 2, vous allez donner un titre pour le championnat amateur. Et peut-être la fédération a été confrontée à ce genre de problème et ils ont pris une décision avec une majorité, quoi. C'est ça. D'accord. Mais Demba Varor, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des concertations inclusives en amont? Inclusives, c'est-à-dire qu'on associe un peu les responsables des différents clubs avant de prendre une telle décision? Je crois qu'il y a eu, je pense, des concertations parce que le conseil d'administration de la Ligue Pro qui regroupe tous les clubs professionnels du Sénégal a fait une réunion et avait pris la décision de peut-être reprendre le championnat et terminer les 13 journées parce qu'il n'y aura pas, comme il n'y aura pas la Coupe d'Afrique en janvier, peut-être que le championnat aurait pu reprendre en octobre et à partir d'octobre, on joue en 3 mois les 13 journées qui restent de la phase retour. Ça aussi, c'était une solution. Ça pouvait être une solution de jouer jusqu'au mois de décembre et peut-être en fin janvier ou février démarrer une nouvelle saison. Ça aussi, c'était possible. Maintenant, par rapport au fait de ne pas décerner des titres, moi, je pense qu'il y a un goût, il dit, Yassine, il y a un goût d'inachevé, c'est vrai. Mais aussi, je me dis que aujourd'hui, la seule satisfaction que peuvent avoir les présidents de clubs, ce sont ces récompenses-là. Parce que les présidents de clubs dépensent beaucoup d'argent sans en gagner en retour. On sait que ce sont des investisseurs à perte. Donc le seul moyen de les récompenser, c'est de leur décerner peut-être des titres. Je pense comme on a joué la phase aller
On pouvait, ça n'aurait rien gâché. Donc pour cette année, c'est de l'argent qui est sorti comme ça sans retour. Justement, et il y a des présidents qui ont dépensé au moins 20, 25 ou 30 millions. Et je pense qu'on aurait pu, quand même, au lieu de les décourager, de les récompenser positivement en décernant des titres. Maintenant, pour les équipes qui sont à égalité de points, comme par exemple Jaraf et Douane, qui sont à égalité de points, on aurait pu jouer un match de barrage pour eux avant le début de l'autre championnat. Et pour la Ligue 2 également, Dembo Diop et Uzo qui ont le même point, qui sont à égalité de points, je pense que eux aussi auraient pu peut-être jouer un barrage pour déterminer qui serait en Ligue 1 la saison prochaine. Donc, ce sont des solutions et aucune solution ne serait partagée unanimement. Mais on donne simplement des solutions qui pouvaient peut-être récompenser positivement ceux qui ont au moins investi et bien travaillé. D'accord. Alors Hyacinthe, je termine avec vous. Hyacinthe, quelle explication faites-vous un peu de ce choix porté sur Teungueth FC le premier et Jaraaf deuxième pour représenter le Sénégal en Afrique? Bon, vous savez que la CAF, on est dans une situation exceptionnelle et la CAF n'exige pas que l'équipe qui est c'est la compétition désigne les champions. Mais au niveau interne, la CAF vous dit que vous avez 2 places. Vous avez 2 places pour désigner les équipes qualifiées. Maintenant, si vous, à votre niveau, au niveau interne, vous jugez qu'il n'y a pas de champion, vous pouvez toujours désigner les deux équipes participantes. Et là, la fédération a jugé que les 2 équipes premières pour participer à cette compétition. Les 2 premiers. Oui, mais je voudrais profiter, Barthélémy, pour le vrai problème, pour rebondir sur ce qu'a dit Varro. Il dit que les présidents de club ont des problèmes. C'est vrai, ils ont des problèmes. Mais le vrai débat, Barthélémy, c'est qu'il faut aider ce football professionnel. Barthélémy, on ne peut pas accepter que depuis 2009, l'État n'a pas mis un rond pour booster le football professionnel. C'est pas possible. Et là, donc, je vois que le comité exécutif a décidé des subventions post-Covid. Mais c'est ça. Donc, le Sénégal est le seul pays au monde où c'est la fédération qui vient qui 15 millions pour les clubs de Ligue 1, 12, 10. C'est pas possible. Le vrai débat, c'est ça. Le vrai débat pour aider ces clubs, ces présidents de clubs qui dépassent des millions. L'État doit faire un effort. C'est ça le problème. Depuis 2009, l'État ne met même pas un rond. Mais c'est pas possible. Les clubs souffrent, les joueurs souffrent, la fédération souffre. Donc c'est pas possible. Et conséquence, c'est le football qui est en pâtit au Sénégal. Mais qui est en pâtit. Et maintenant, on voit les présidents de clubs qui sont là, qui sortent de l'argent, qui donnent des millions, tout ça. C'est pas possible. Ça ne peut pas continuer. Le vrai débat, c'est ça. D'accord. Comment faire pour relancer le foot, subventionner les clubs? Merci beaucoup. Merci Hyacinthe. Demba Varor, faut-il subventionner, oui ou non? Oui, il faut subventionner. Mais pour subventionner, il faut un projet que ça ne soit pas des subventions à perte. Par exemple, qu'on ne donne pas 50 millions à un club qui les dépense de manière, je ne sais pas, éparpillée et pas très organisée. Si on doit financer, c'est pour que ces clubs-là puissent avoir peut-être de bons centres d'entraînement, de bons sièges, qui peuvent avoir une bonne organisation. Tout ça, je pense que les subventions doivent être encadrées et que ça ne soit qu'il puisse y avoir de très bons projets de clubs, que les clubs puissent avoir de très très bons projets de développement et que tous ces clubs-là puissent présenter d'abord ces projets de développement au niveau de la Ligue Pro et que la Ligue Pro puisse prendre ces projets de développement et les présenter aux autorités sportives comme le ministère des Sports et l'État du Sénégal. Et en ce moment-là, peut-être que ce sera beaucoup plus facile pour le gouvernement et l'État de pouvoir aider le club. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas également mettre des milliards sur des clubs qui vont peut-être dilapidés et qui n'ont pas un très bon projet de développement de leur formation. Je pense que ça aussi, c'est un préalable. C'est vrai que la Ligue a souvent fait un projet et présenté ce projet-là à l'État. Mais à la Ligue d'être beaucoup plus, convaincante
d'être beaucoup plus de pousser l'État vraiment à investir. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à demander l'investissement de l'État parce que c'est l'État qui doit aider des clubs qui créent des emplois. Parce que quand aujourd'hui des clubs créent au minimum 30 à 40 emplois pour les jeunes, je pense que ça mérite un appui de l'État. Merci. Maintenant, il faut que cet appui-là soit vraiment bien organisé et que ça ne soit bien pas encadré. de l'argent dilapidé. D'accord, merci beaucoup. Merci Demba Varor, journaliste au quotidien Stade. Merci également à Yacinthe Diandi, chef du desk sport du journal Le Quotidien. C'était Point de vue. Présenté, c'est également la fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde à l'UNBA. Merci de votre fidélité. L'info revient dans 8 minutes au journal en Wolof.